Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans Vision. C'est dans un contexte de crise politique et sociale multidimensionnelle difficile à endiguer que l'Algérie devra également affronter désormais ce qui s'apparente de plus en plus à un nouveau choc pétrolier dur qui vient, lui, menacer ses équilibres financiers. L'État se veut pourtant rassurant avec la prise de mesures concrètes pour maintenir ses engagements et atténuer surtout l'impact sur nos ressources en devises. Mais le défi paraît colossal avec et de l'aveu même du Premier ministre cette semaine qui parle d'une situation catastrophique héritée par son gouvernement et ce à tous les niveaux. Pour en parler ce soir, nous recevons Monsieur Mohamed Bouhamidi, enseignant en philosophie, enseignant des lycées. Vous êtes aussi militant syndicaliste, vous êtes chroniqueur de presse, vous êtes beaucoup de choses à la fois, Monsieur Bouhamidi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on va commencer tout de suite à parler d'abord du Hirak. Le Hirak qui est toujours la mobilisation populaire qui continue d'investir la rue. Les mardis, les vendredis, on parlera aussi du samedi qui apparaît de plus en plus comme encore un jour nouveau pour le Hirak. Le Hirak qui entame sa deuxième année donc d'existence. Quel est, selon vous, son principal message aujourd'hui qui n'est peut-être pas entendu par les pouvoirs publics? D'abord, merci de m'avoir invité. Et puis, que le public, celui qui nous voit, accepte mes salutations. Allez-y. Alors, c'est le Hirak. D'abord sur le mot lui-même. Parce que c'est devenu d'un usage courant d'appeler ce qui se passe Hirak. Il y a un problème de dénomination. Concrètement? Concrètement, nous avons connu des événements que nous pouvons décrire, c'est-à-dire à partir d'objectifs. À partir du 22 avril, il y a une immense mobilisation populaire. 22 février 2019, il y a une immense mobilisation populaire. Elle n'est pas à Alger, elle est sur l'ensemble du territoire. Et sur cet ensemble du territoire, il y a au moins 2-3 repères qui nous permettent de dire, d'affirmer que cette mobilisation populaire a remué l'ensemble des couches de la société. C'est Borj Bouarerj, bien plus qu'Alger. Même si Alger, évidemment, c'était significatif. La présence était assez massive à Borj Bouarerj, effectivement. Non, c'était massif partout. Mais plus à Borj Bouarerj, c'est ce que vous voulez dire. C'était spectaculaire. Il y a évidemment des raisons sur cette région, des raisons de caractère anthropologique. Mais je n'ai pas le temps d'en parler. Mais c'est spectaculaire. Cette mobilisation populaire, elle se calculait par millions. Et ce n'est pas moi qui le dis, même ceux qui parlent encore de Hirak aujourd'hui ont parlé à l'époque de millions. Aujourd'hui, il n'y a pas des millions qui manifestent en Algérie. Et il y a donc déjà un premier écart entre l'image et la réalité. Ce qui s'est passé dans les faits, c'est que les gens sont sortis excédés, en colère, parce que le 5e mandat, ils l'avaient senti comme une humiliation. Et bien sûr, cette humiliation, elle n'a pas agi sur du vide. Le Hirak, quand il est né, il n'est pas né de rien. Il est né d'une trentaine d'années d'accumulation de lutte sociale et politique dans notre pays. Depuis l'infidèle du président Chadli jusqu'à 2019, il y a eu une accumulation dans une multitude de luttes sociales de notre peuple. Pour l'électricité, pour les routes, pour le logement, pour l'école, autour de revendications sociales. Ce n'étaient pas des phénomènes à caractère persistant, parce qu'ils se déroulaient dans des localités en fonction des problèmes qui étaient nés dans cette localité. Mais c'est des phénomènes d'une immense qualité. Parce que si parfois les gens manifestaient pour l'eau, ce qui aurait été quasiment automatique, les gens se sont aussi mobilisés pour améliorer les qualités de l'accueil à l'école.
Par exemple, dans cette école, dans la région de Beskara, où il faisait tellement froid, il n'y avait pas de chauffage, où les gens se mobilisent pour la qualité de la vie de leurs étudiants, de leurs enfants, pardon, excusez-moi. Et puis à côté de ces mobilisations qui ont été multiples, qui se sont accumulées... Donc tout ça a débouché sur une mobilisation commune, massive, partout. Il y a eu une accumulation. Très bien. Ces accumulations, c'est des manifestations spontanées qui n'avaient pas de lendemain politique, qui n'avaient même pas de lendemain syndical. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas, après ces manifestations, ces revendications, il n'y avait pas de création, ni d'un parti, ni des syndicats. En parallèle avec ces protestations populaires, il y avait des partis politiques qui luttaient également. Et la différence entre les deux était frappante. C'est que les partis politiques s'en prenaient au gouvernement de façon constante. Tandis que lorsque les peuples manifestaient, ils ne s'en prenaient pas au gouvernement. Ils demandaient plus d'État. Ils demandaient la présence d'un État. Parce que c'est l'État qui vous règle le problème des routes qui ne sont pas goudronnées, de l'électricité, le gaz, l'eau, l'école qui fonctionne. Donc il y a un déphasage entre le peuple et la société politique, c'est ce que vous voulez dire? Absolument. Absolument. Et il est irrémédiable, ce déphasage? Il est irréversible? La preuve, c'est que dès que le Hirak s'est mis en marche, ils ont mis en marge, sans jeu de mots, les partis politiques. Ça n'est pas tombé du ciel. C'est un processus social. Donc, depuis très longtemps, depuis la naissance de l'UNFITA. Donc, pardon, M. Mohamedi, juste pour avancer un petit peu sur les questions de l'actualité aujourd'hui, le Hirak, je vous le disais, qui entame sa 2e année. Nous avons vu la mobilisation. Aujourd'hui, cette mobilisation a peut-être faibli en nombre, mais elle continue d'investir la rue, notamment pour un 3e jour, qui investit aussi une 3e journée de la semaine, un samedi. Qu'est-ce que cela traduit pour vous? Moi, je vous réponds. Allez-y. Qu'on appelle Hirak ce qui se passe actuellement par abus. Moi qui militais dans ce Hirak, qui écrit, fait des vidéos, fait des textes, je dis ce qui se passe, ce n'est plus le Hirak. Le Hirak... Pour quelle raison? Mais parce qu'il a muté. Il a muté, il est né, il s'est développé. Le développement du Hirak a commencé par le refus du 5e mandat. Et puis au fur et à mesure, les gens dans les débats ont compris que derrière le 5e mandat, il fallait qu'il mène une lutte contre une caste oligarchique qui était une caste assimilée à une caste de voleurs. Et ils l'ont dit dans les manifestations. Puis encore, ils ont avancé en profondeur derrière le 5e mandat. C'est que non seulement nous ne voulons plus une caste qui accapare l'État et qui pille le pays. C'était clair dans leur... revendication. Oui, bien c'était clair. Ils en sont arrivés à une 3e étape. C'est que la condition dans laquelle nous avait mis le régime de Bouteflika a été un retour à la condition coloniale. C'est-à-dire qu'il y avait un pays comme la France qui avait sur l'Algérie des droits de préemption pour ses contrats, pour son économie, etc. Et cette avancée dans la conscience des gens, dans la conscience des gens, elle ne s'est pas manifestée uniquement dans les slogans, dans les mots d'ordre, dans la façon de parler. Non à l'ingérence américaine et non à l'ingérence française. Elle s'est manifestée dans les symboles que nous sommes allés chercher. Et nous sommes allés chercher les figures de Ben Boulaïd et les figures de Ben Mehdi. C'est-à-dire que nous avions compris que la crise que vous avez citée au début n'était pas une crise politique interne. C'était une crise politique où nous avons été mis par le type de relations internationales que Bouteflika que le président Bouteflika, excusez-moi, que le président Bouteflika a établi. L'ancien président. Et dans cette crise, les gens n'ont pas oublié qu'à plusieurs reprises, l'Union européenne nous a donné des instructions pour
abroger des décisions que nous avons prises. Mais c'est obligé. Par exemple, le président de la région, province, tout à le sud de la France, autour de Marseille, qui s'est permis de s'adresser à l'État algérien, à travers son premier ministre de l'époque, ou à travers son président, pour lui dire que non, il fallait que nous reprenions l'importation des pommes de sa région. Mais comment se fait-il qu'il se soit permis cela? Ben, il y a deux raisons. D'abord, nous avons signé un contrat avec l'Union européenne qui a mis à mal l'ensemble de notre économie. La crise dont parle aujourd'hui monsieur le président Tebboune et monsieur le Premier ministre, c'est une crise de l'échange économique. Donc, on va revenir un petit peu sur la situation économique qui est d'ailleurs dominée par la crise dans le marché pétrolier aujourd'hui, essentiellement, et qui impacte notamment nos ressources financières. Mais pour revenir au Hirak, monsieur Bouhamidi, vous avez dit que le Hirak a muté à plusieurs niveaux. Il se caractérise pourtant toujours par sa configuration horizontale. Le Hirak peine ou ne veut pas, tout simplement, désigner de leader. Est-ce que, selon vous, est-ce que c'est ce qui le rend inaudible ou c'est sa principale force? Alors, quand on donne une identité, on dit Hirak, c'est comme si nous nous adressions, d'abord, à quelque chose d'unique, qui n'est pas divisé à l'intérieur, où il n'y a pas de diversité, d'opinion, de diversité politique, de diversité culturelle. D'abord, ce n'est pas vrai. Ensuite, l'usage du mot Hirak pour désigner ce qui se passe aujourd'hui, ces mobilisations, est un abus de langage. Donc, allez-y, comment vous le nommeriez vous-même? Moi, j'étais participant de Hirak et je dénie à ces gens le droit de s'appeler Hirak. C'est clair. Il a muté. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'il a muté? Que le mot d'ordre autour duquel nous nous étions unis, celui du non-cinquième mandat, y compris avec ses approfondissements successifs. C'est-à-dire que le cinquième mandat était le résultat de la remise de l'Algérie sous la condition néocoloniale. Quand l'usine Renault vient, une petite entreprise, qu'est-ce que c'est l'usine? Qu'est-ce que c'est Renault? C'est une mini-entreprise devant Total, devant les multinationales du pétrole, etc. Vient nous imposer ces conditions pour ouvrir un atelier de montage, c'est que nous n'avons plus de souveraineté nationale. Ça, les gens avaient compris. Dès que la justice s'est mise en branle et a commencé à s'attaquer aux gens qui nous ont mis dans cette condition néocoloniale, c'est-à-dire la caste oligarchique. Parce que la condition néocoloniale, elle passe à travers des relais économiques, des relais financiers, à travers des transferts d'argent. Donc selon vous, c'est là qu'aurait dû... C'est là où le peuple s'est retiré. Parce que dans le Hirak, il y avait toutes les couches sociales. L'ensemble des couches sociales. De la femme de ménage qui manifestait pas très loin du patron d'entreprise qui l'utilisait. Alors, M. Bouhamidi, je vais essayer de comprendre ce que vous dites aujourd'hui. Aujourd'hui, le Hirak est représenté par qui? Puisque selon vous, le peuple, dans son ensemble, dans toutes les couches qui le représentent, n'est plus dans ce Hirak. Non, c'est pas le peuple dans toutes ces couches, non. Les couches populaires se sont retirées de Hirak. Les couches populaires, plus particulièrement. Elles se sont retirées de Hirak parce qu'elles avaient atteint leur but. Leur but, c'était que tombe un régime qui s'était auto-inféodé, qui s'était inféodé volontairement à la puissance, à l'ancienne puissance colonisatrice et à d'autres, la puissance également. Très bien. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez du fait que le Hirak, ou vous l'appellerez comme vous le souhaitez, investisse
notamment la journée du samedi, ce qui n'était pas, voilà, bon, je vais y venir. Ce qui n'était pas le cas au départ. Je vais y venir. À partir de la fin avril, dès que les couches populaires ont eu l'assurance que ceux que nous avons mis étaient défaits, et n'ont pas mis un membre de la caste en prison, la justice, pas deux membres, ils ont mis la caste dans sa quasi-totalité, ils continuent à le faire, puisque d'autres ministres, d'autres premiers ministres sont en cours. Qui c'est qui est resté dans la rue? Quand on regarde, quand on voit, il est resté deux composantes. Et c'est d'abord, ceux qui sont restés, c'est d'abord les couches moyennes. C'est-à-dire, en Algérie, les couches cultivées, diplômées, conscientes, qui sont nées à la vie politique. Et à côté d'eux, il y a l'ensemble des structures partisanes qui existaient à l'époque de Bouteflika, qui n'ont jamais réussi à mobiliser le peuple, et qui ont des buts complètement différents des autres manifestants. Ils n'ont pas du tout le même but. Eux, ils sont en train d'être dans une démarche avec trois buts. Une démarche de pouvoir et non pas une démarche de transformation sociale. Les jeunes qui manifestent, les étudiants, les médecins, ces couches moyennes cultivées, etc., instruites, diplômées, ce qu'ils sont en train de poser, c'est la question de la forme de la société. Dans quelle forme de société avons-nous le droit de vivre aujourd'hui? Sur quoi elles puisent la puissance de leurs propositions? Eh bien, elles puisent la puissance de leurs propositions sur la première phase de Hirak. Et donc, elles ont besoin d'invoquer le premier Hirak, le vrai Hirak, le Hirak numéro 1 ou la 1-0, pour pouvoir encore exister. Est-ce que ces couches moyennes font ça de façon maligne, mauvaise? Pas du tout. Pas du tout. Elles sont nées à la vie politique. Mais qu'est-ce que vous entendiez par le mot abus tout à l'heure, quand vous avez parlé? Mais parce que ce n'est plus le Hirak, c'est un nouveau mouvement qui est né. C'est un mouvement politique, incertain, indéterminé, qui est celui des couches moyennes. C'est que les gens doivent comprendre que ceux qui manifestent dans la rue, ce sont ces couches qui se sentent le droit à avoir leur propre parole sur la vie politique du pays. Et elles ont le droit de l'exiger. C'est-à-dire que moi, je les soutiens. Je dis oui, vous avez le droit de l'exiger. Le problème, c'est qu'elles ne savent pas comment l'exiger. Parce qu'elles n'arrivent pas à développer leur propre discours politique. Elles n'arrivent pas à trouver leur propre formulation. Pourquoi? Parce qu'elles empruntent au discours dominant à travers le monde les mots d'ordre. Donc, est-ce que ça le rend inaudible? Pour répondre à ma question, monsieur. Non, ils ne sont pas inaudibles. Au contraire, je trouve qu'il y a une audition. Le problème, c'est qu'elles ne se sont pas organisées. Donc, c'est le principal problème. C'est de dégager finalement des leaders de ce Hirak. Personne ne peut. Des leaders. Mais alors, comment s'organiser? On ne s'organise pas sur cette décision. Dans la vie réelle, dans la vie politique réelle de tous les peuples, des mouvements comme ça mettent longtemps à comprendre que pour peser, elles doivent s'organiser. Et ce n'est qu'en s'organisant qu'elles vont faire l'expérience de la justesse de leurs idées, de leurs principes, de leurs formes d'organisation. Et à côté de ces couches moyennes, il y a les anciens partis qui s'accrochent et qui veulent faire passer cette masse de manifestations pour être dans leur public. Ce n'est pas vrai. Est-ce que le gouvernement ou le président Tebboune ou d'autres intellectuels les ont aidés à réfléchir leur nouvelle position? Là, je suis là, moi je dis voilà. Vous voulez de la démocratie, mais le concept de démocratie auquel vous faites affaire, c'est un concept qui existe où dans la réalité? Est-ce que Sarkozy, dans un pays démocratique, lorsqu'il a été élu pour bombarder la Libye? Est-ce que Trump, quand il a été élu dans un pays démocratique, est-ce qu'il a été élu
pour faire toutes les histoires qu'il est en train de faire maintenant. Est-ce que Bush a été élu pour attaquer des terroristes? La démocratie, cela signifie qu'il y a un contrat social. Ça veut dire que nous vous élisons sur la base du programme que vous avez présenté. Et si vous appliquez notre programme, vous avez rompu le contrat. Et vous avez rompu le contrat sans jamais être mis en responsabilité ni en cause. Vous êtes irresponsable. Cette démocratie-là, elle est abstraite, elle est formelle. Et elle consiste en quoi? Elle consiste à demander aux gens à donner à une personne qui va être élue mandat de penser à notre place et de décider à notre place. Entre les deux élections, ceux qui ont mandaté n'ont plus d'existence. Et ceux qui ont été mandatés vont faire ce qu'ils veulent sans jamais. Et puis, bon, vous avez d'autres types de démocratie. Vous avez des types de démocratie à la Chavez. Donc, où est-ce qu'on se situe aujourd'hui, M. Bouhamidi? Nous nous situons... Dans quel modèle de société nous nous inscrivons aujourd'hui? Alors... Rapidement. Enfin, oui. De manière... Oui, rapidement. C'est une question assez profonde, effectivement. Oui, rapidement, oui. D'abord, vous avez utilisé le mot crise. Quand nous avons commencé l'émission, la crise politique, elle est terminée. Elle est terminée. Il y a crise quand les gouvernants ne peuvent plus gouverner comme avant. Et qu'en face d'eux, il y a un peuple qui ne veut plus être gouverné comme avant. Le choc a eu lieu, c'est le Hirak entre février et fin avril, début mai, et cette crise, elle a été résolue. C'est-à-dire que l'ancien pouvoir est tombé. Il n'est pas tombé en février, il est tombé des mois et des mois plus tard, quand tu as eu l'élection. Ceux qui ont provoqué la crise, ils ne sont plus là. Donc pour vous, à partir de l'élection du président de la République, la crise politique n'était plus était réglée selon vous? Oui, elle est réglée. Absolument. Elle est réglée dans les faits. Ce qui n'est pas réglé, ce sont les autres crises. Lesquelles? D'abord la crise sociale. Est-ce qu'il est concevable aujourd'hui que dans notre pays, des Algériens puissent avoir faim, puissent avoir froid, puissent ne pas pouvoir élever leurs enfants, puissent avoir toutes ces difficultés à être? Mais cette crise, elle est venue à partir de ce qu'on a appelé le modèle économique. Et le modèle économique, lui, il a été imposé sans discussion à notre peuple. Quand le président Bouteflika arrive en 1999-2000, il dit devant tout le monde, et peu de gens branchent, en tout cas pas les partis politiques, il dit le capitalisme à la papa d'un Chedli qui ne sait pas piloter le Boeing, moi je vais vous le ramener, ce sont les IDE, les investissements directs étrangers. C'est-à-dire que d'emblée, il est venu en adoptant, en proposant, en imposant à l'État, parce qu'il l'a imposé à l'État, par un rapport de force, compte tenu de l'époque, que notre façon de vivre, de manger, de produire, de nous habiller, va dépendre de l'investissement direct étranger. Et non plus de notre propre volonté de produire notre blé, notre... Et c'est vers cela que nous devrions... enfin, c'est sur cela que nous devrions nous concentrer aujourd'hui, sur un modèle de société productive, notamment, et économiquement performante? Oui, mais pour être économiquement performant, il faut d'abord avoir une volonté d'avoir une économie performante. C'est-à-dire qu'il faut exister. Il faut imposer son existence dans ce monde de l'échange inégal où on vous dope on vous dope les prix, où il y a une injustice de la concurrence. Une injustice de la concurrence. Quel est le poids que nous pouvions avoir économiquement à l'époque, à la sortie du terrorisme? Le pays était complètement désarticulé. Et nous allons nous affronter l'Allemagne dans la production des voitures. Là, nous allons affronter la France. Donc, pour répondre, M. Bouhamidi, sur le modèle de société aujourd'hui auquel aspire le peuple, selon vous, en deux mots. Le peuple n'aspire pas à un seul modèle. Il y a dans notre société, il y a plusieurs structures, il y a plusieurs classes sociales
qui aspirent... Il faut pourtant arriver à un consensus. Non, nous devons arriver à un consensus. Le problème tel consensus, c'est que nous ne pouvons... D'abord, nous ne pouvons pas exister en tant que nation, en tant que peuple, en tant que pays, si d'abord nous n'avons pas un État national. Et un État national, c'est une structure politique, administrative, militaire, etc., qui a pour charge d'imposer sur ce terrain de bataille, qui est notre monde actuel, la volonté de notre peuple. On revient aux revendications du peuple. Quelle est la principale aujourd'hui? Ces classes sociales n'ont pas les mêmes aspirations sociales. C'est un leurre que de croire que nous sommes une société unie. Nous sommes un peuple qui est uni. Comme peuple. Mais la société, elle n'est pas unie. La société, elle est désunie. Au sens où il y a des classes sociales. Alors, ceux qui sont en bas de l'échelle, à quoi ils aspirent? Ils aspirent légitimement à avoir une protection. Sociale. Pour eux, oui, une protection. Oui, une protection pour eux. Ceux qui sont au sommet de la hiérarchie, ils veulent avoir plus de facilité pour leurs entreprises au détriment de... Allez, on va s'expliquer simplement, pour que les gens nous écoutent. Pendant 20 ans, la presse et beaucoup de responsables ont reproché au peuple algérien d'être un peuple assisté. Et ils nous disaient, mais enfin, tout est subventionné. Le lait, le pain, etc. C'est quelques milliards de dinars de subventions. Toutes ces bonnes âmes qui nous disaient, attention, il faut moins d'État. Peut-être mieux d'État, mais moins d'État en tout cas. Il faut arrêter l'assistana. Ils ont été aveugles. Et surtout l'argent qui a été donné aux entreprises privées, qui était le soutien, la subvention aux entreprises privées, la subvention du pain et du lait, devant les subventions qu'ont reçues Ali Haddad, je ne sais pas comment il s'appelle, c'est Epsilon, c'est très peu. Et on nous a montré du doigt, on a culpabilisé le peuple sur le droit juste à avoir des conditions minimales de vie. Et on s'est tué sur le reste. Alors, ils ont reçu 10 000 fois ce que le peuple a reçu. Et c'est pour ça que la justice aujourd'hui fait son travail contre ces personnes. Aujourd'hui, selon vous, pour revenir donc aux revendications, nous étions sur l'idée des revendications, ou un consensus en tout cas sur les revendications. Vous dites que le Hirak est traversé par différentes idées, idéologies politiques. Comment trouver le consensus, M. Bouhamidi? D'abord, le Hirak original n'existe plus. N'existe plus. Nous sommes dans une nouvelle configuration. Ensuite, moi, à mon avis, si nous voulons que l'Algérie reste un pays, une nation ou un État, il faut 5 conditions. La première condition, il faut qu'on revienne à la pleine souveraineté de l'État. La pleine souveraineté de l'État, cela signifie concrètement que c'est notre volonté discuter avec tout le monde, avec le peuple, avec les différentes catégories sociales, avec les différents syndicats, les différents partis politiques, les différentes organisations de la jeunesse, des femmes, etc. La volonté pour que nous fassions dans notre pays ce qui nous arrange, nous, c'est-à-dire ce qui répond à nos besoins. C'est la deuxième condition. La troisième condition, pour que notre État reste un État fort, indéfendable, indestructible, sa marge de solidité, c'est l'attention, c'est les précautions qu'il prend avec ses couches les plus faibles. Et ces couches les plus faibles, on les connaît tous. C'est d'abord les couches qui n'ont pas suffisamment de richesse. Donc le filet social. Pas le filet social. Ah, très bien. Non, le filet social, c'est l'indignité. Mais le filet social, ça a été un stratagème. Le filet social, c'est un stratagème, y compris du FMI. C'est-à-dire obliger les gens à devenir des mendiants.
Donc vous voulez dire quoi par protection des couches Tout Algérien qui naît a défavorisées. droit à une vie digne. Dès qu'il naît, il faut qu'on examine avec comment on peut le faire. Si cette famille, bon, c'est des ouvriers, madame, c'est un grand salaire, ça va. Quelles sont les aides que nous devons donner à la famille pour élever, éduquer cet enfant dans de bonnes conditions? Aucun Algérien ne doit être dans la rue. Et surtout pas dans ce spectacle ignoble où nous voyons des enfants exploités, parfois par de vrais et souvent par de faux mendiants. Ça doit disparaître. Les autres conditions, M. Bouhamidi, on avance. Troisième et quatrième condition. Vous avez parlé de 5 conditions pour rester dans un état solide. Oui, mais celle-là, la troisième condition dit prendre soin des gens. Oui. Les gens doivent vivre dans la dignité. L'Algérie, nous avons libéré ensemble. C'est ensemble que nous avons libéré. Il n'y a pas de gens qui étaient riches qui ont libéré l'Algérie pendant que les pauvres s'amusaient à la marelle. Et c'est donc, l'Algérie est notre propriété solidaire. Elle est notre propriété, oui. Allez-y. Pendant sous Abbas, sous Yahya, sous Selem, elle était la propriété d'une bande de brigands. Pour avancer, M. Bouhamidi, Alors, quatrième on et avance. cinquième condition. Quatrième condition, excusez-moi. Oui, quatrième et Il cinquième. faut, moi je souhaite, en tout cas je lance un appel au président Tebboune ou là au Premier ministre, je souhaite que tout de suite, en attendant que la Constitution arrive, il faut qu'il y ait une directive qui garantisse aux Algériens les droits et les libertés démocratiques, les droits de parler sans avoir peur, les droits de s'organiser sans craindre des poursuites, le droit de défendre leurs intérêts catégoriels. Les paysans défendent leurs intérêts, les ouvriers les leurs, les travailleurs, les enseignants. Ils doivent avoir ce droit de s'organiser, de parler, d'éditer, sans avoir peur. Ce droit, aujourd'hui, ils n'ont pas. Et c'est absolument nécessaire pour revenir à cette question, à ceux qui sont mobilisés dans la rue, mais qui n'arrivent pas à trouver une issue, un moyen de sortir vers des solutions politiques, pour qu'ils puissent s'organiser, donc parler en tant que force. Ce qui est remarquable, c'est que la rue, c'est pas une force. C'est pas une force, la rue. La rue, elle est une énergie. Et une énergie absolument extraordinaire, c'est 10 000 volts. Mais où est le câble qui va amener cette énergie 10 000 volts au bon endroit? Et le câble, c'est les organisations. La cinquième condition, M. Bouhamidi. Je n'ai pas terminé. Les gens vont me dire, mais Mohamed, quand tu fais une loi comme celle-là, ceux qui vont en profiter, c'est les riches. Oui, c'est toujours les puissants qui profitent des lois. Le problème, c'est que sous le règne du président Bouteflika, c'est que ceux qui étaient puissants, non seulement ils ont bénéficié des lois, ils en ont fait ce qu'ils ont voulu. Et quel est celui qui n'avait pas le droit de se défendre? C'était nous, c'est le peuple. Bon, alors si nous faisons ces lois, les puissants, ils vont continuer à savoir se défendre et pouvoir se défendre, mais nous, au moins, on aura enfin une chance de nous défendre, de nous parler, de nous organiser et d'avancer. Donc, la cinquième condition. Rapidement, M. Bouhamidi. Oui, c'est que ce que recèle notre pays, dans les mines, le fer, le charbon, le pétrole, etc., sont un bien commun. Il faut qu'on arrive à comprendre que les biens de notre pays sont notre bien commun. Et un bien commun, ce n'est pas une richesse. Ça n'a rien à voir. C'est quoi la différence? Un bien, c'est ce qui est utile. C'est ce qui est utile. Une richesse, c'est ce qui vous classe dans la société. Très bien. Alors, juste pour avancer, M. Et ces Bouhamidi. biens communs doivent être inaliénables. L'air, l'eau, le pétrole, même l'air, même l'eau, inaliénables. Très bien. On a compris en tout cas l'idée que vous voulez faire parvenir. Donc pour avancer un petit peu sur l'actualité en ce moment qui anime le pays, l'actualité politique, et ces deux déclarations importantes à retenir sur le Hirak toujours. Une première qui émane du Premier ministre, vous avez dû l'écouter, qui appelle les Algériens à atténuer donc la tendance revendicative citoyenne et à s'inscrire dans une logique de reconstruction.
Et comme son ministre de l'Intérieur, Abdelaziz Jarrad, parle de manipulation avérée qui traverse le Hirak aujourd'hui, là où Kamel Beljoud, le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales, désigne carrément 3 pays qui en seraient responsables, selon lui, dont Israël, un pays européen et un pays arabe. Votre réaction? Ce qui était visible depuis le début. Mais revenons au samedi, puisque vous m'avez posé la question. Oui. Le Hirak le vendredi. Dans ce que voulaient donc les forces organisées, ils ont échoué à entraîner derrière eux ces couches moyennes qui manifestent pour d'autres raisons, et qui sont des raisons honnêtes. Comme ils ont échoué, ils ne peuvent pas aller à bon terme. Qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles se sont rassemblées. Elles se sont rencontrées entre islamistes, démocrates, communistes, avec les autres, avec... Elles se sont rendues compte, ces forces, qu'elles ne peuvent pas aboutir avec les manifestations qui se passent telles qu'elles se passent ce vendredi. Et que j'ai défendu. C'est-à-dire, j'ai dit, voilà, c'est plus le Hirak, mais c'est des manifestations des couches moyennes qui sont légitimes. Elles ont le droit de revendiquer une vie politique libre dans notre pays. Elles ont le droit. C'est autres qui ont échoué. Et alors, ils reviennent au samedi. Bon, si on a de la mémoire, le samedi, c'est samedi. C'est 2011. C'est le printemps arabe. C'est quand on a commencé à manifester le samedi. C'était les samedis à l'époque. Oui, pour engager l'Algérie. À mon avis, mais si l'analyste est en tant qu'intellectuel, je veux dire, moi je ne juge pas, j'ai pas de... C'est ce qu'on vous demande ce soir? Oui, à mon avis, ils se sont rendus compte qu'ils sont allés dans un mur, qu'ils ne peuvent plus manipuler la masse des manifestants tel vendredi. Et ils se sont replacés dans un autre contexte, qui va être un contexte de redémarrage de leur aventure contre l'État algérien. Et je dis bien contre l'État algérien, pas contre le gouvernement. Tout à l'heure, quand je vous ai fait le parallèle sur les manifestations du peuple algérien depuis les Néfétais, et que la société, le peuple algérien, lui, revendiquait plus d'État en revendiquant de meilleures écoles. Le Kharim, il ne revendiquait pas plus d'État. Et il revendiquait constamment un autre gouvernement. Mais les gens intelligents, les observateurs et même notre peuple, parce qu'il est très très intelligent politiquement, contrairement à ceux qui le méprisent, c'est qu'ils n'ont jamais, au grand jamais, attaqué le pouvoir sur la base de ses options économiques. Ils ont toujours été d'accord avec les idées. Ils ont toujours été d'accord avec le type d'économie que Bouteflika nous a ramené et qui est celui de l'entrée sans défense dans la globalisation. Donc aujourd'hui, ce ne serait plus le cas et la manipulation à travers le Hirak est aussi... Non, ils sont obligés de revenir dans leur aventure politique. Un moyen de se replacer. Donc oui. Par rapport aux déclarations du Premier ministre et de son ministre de l'Intérieur... Enfin, est-ce que le MAC est actif en Algérie? Bon, ben s'il est actif en Algérie, nous le voyons. Est-ce que le MAC est publiquement l'ami d'Israël? Est-ce qu'on a besoin de preuves encore en plus? Mais c'est évident. Les militants du MAC qui cherchent la division, l'ethnicisme, le séparatisme ethno-linguistique, mais ce sont les amis d'Israël. Non seulement Farhat Mehani sont orgueillis de l'amitié d'Israël. Et vous croyez que quelqu'un peut penser raisonnablement qu'Israël va donner son amitié à ce courant politique sans qu'il y ait derrière un syndrome kurde ou un syndrome druze au Liban. Mais c'est évident. À un certain moment, l'armée, parce qu'elle est une armée, de point de vue militaire, elle a compris que le désarmement industriel de l'Algérie, c'est-à-dire la désertification, mais en réalité, ce n'est pas le terme désertification qui est valable, c'est le terme désarmement industriel de l'Algérie, allait porter gravement atteinte à la sécurité nationale du pays, à l'État.
Et donc, ils ont commencé à travailler en marche. Deuxièmement, ce qu'ils avaient remarqué, c'était que jamais, depuis à peu près 30 ans, les puissances dominantes aujourd'hui ne s'attaquent à vous, ne s'attaquent à un pays ou à un État, avant que la corruption les détruise de l'intérieur, comme un cancer. Et la corruption, enfin, quel est l'Algérien qui va croire que tout l'argent qu'a sorti Koninef ou la Haddad ou la Messafskoun, Yanni, c'était sans le regard des surveillances bancaires auxquelles n'échapperait pas. Les circuits bancaires internationaux, donc étaient. Bien sûr, je compliqués, sortirai. c'est ce que vous voulez dire. Oui. Donc il ne nous reste plus beaucoup de temps, Monsieur Bouhamidi, nous devons avancer sur les. Reste une question sur. Très rapidement, Monsieur Bouhamidi. Très rapidement. Très rapidement. Oui, allez-y. La France ne veut pas perdre la place économique indue qu'elle avait et qu'elle n'avait que par son influence sur nos administrations qu'elle avait infiltrées et tout. Moi, je pense que le ministre a dit une chose courageuse. Le ministre de l'Intérieur. Oh oui, il a dit une chose courageuse. Et que moi, je pense qu'il y a des... Alors, on va revenir un petit peu au thème, au deuxième thème de cette émission, qui est le choc pétrolier, qui va impacter de manière inéluctable, notamment nos ressources financières. On sait que l'État a d'ores et déjà pris des mesures concrètes comme une meilleure gestion, une gestion plus intelligente des importations, le remboursement des prêts auprès des banques dans le cadre d'investissements privés ou encore le recouvrement des fiscales et douaniers. Est-ce que cela vous paraît suffisant comme mesure? On sait que des experts économiques ou en économie disent que de toutes les manières, il faudra prendre des décisions plus douloureuses que ça pour lever aujourd'hui une économie qui sorte du rouge. Quel est votre avis? Très rapidement, Monsieur Bouhamidi. Alors très rapidement, mon avis d'abord, même s'il n'y avait pas eu chute des prix du pétrole, nous serions en face d'une crise du pétrole. Pourquoi? Parce que cette politique des idées d'entrée est devenue chez nous une politique du consumérisme sans morale. C'est-à-dire qu'il faut extraire le pétrole. Si nous amener sur le modèle européen-américain, celui du capitalisme financier, c'est de vivre à crédit. Sauf qu'au lieu d'aller emprunter au FMI ou là, dans des banques privées à l'étranger, de l'argent pour ramener des vêtements, des voitures de luxe, etc., nous prenons l'argent dans le puits de pétrole. Et nous faisons de l'extraction, parce que c'est une économie extractiviste, non pas pour construire le pays, non pas pour faire des hôpitaux, des usines, mais pour consommer. Et de ce point de vue-là, on nous a mis dans le modèle de l'achat à crédit. Sauf que le crédit, nous le prenons, non pas sur nos enfants, mais déjà sur nos arrière-petits-enfants. Parce que ce bien qui est là, tant qu'il est dans le puits, c'est un bien qui nous appartient, qui nous est commun à tous, qu'on ne va pas extraire pour en donner la moitié aux oligarques. Les oligarques qui reçoivent 1100 milliards de dinars de crédit, c'est affolant. Puis pourquoi nous l'avons sorti le pétrole? Ici, le problème, c'est qu'on nous a mis dans cette perspective du consumérisme, en nous interdisant de 1001 manières de réfléchir, mais comment nous allons vivre ensemble? Est-ce que nous devons être un peuple mesuré, comme l'étaient nos parents et nos ancêtres, qui savions nous contenter du bien, mais pas du superflu? Donc cette crise était inéluctable selon vous? Elle était inscrite dans ce modèle de type économique. Alors, est-ce que vous rejoignez l'avis de certains experts qui disent que ce choc pétrolier est aujourd'hui notre meilleure chance de sortir enfin de la dépendance des hydrocarbures? Est-ce que c'est notre meilleure chance selon vous? Ou est-ce que ce sera enfin, c'est une catastrophe pour nous, on le sait.
Pour s'en sortir, il y a 3 conditions. Économiquement parlant. Et économiquement parlant, il y a 3 conditions. Mais la première, elle n'est pas économique. Elle est politique. Elle est politique. C'est qu'enfin, nous commençons en tant qu'État. Et c'est pour ça que la mobilisation doit reprendre dans notre peuple. Mais en réfléchissant, en se donnant des programmes, en se demandant mais comment elles ont été faites, cette loi. Sur le fait que notre mode de vie, le modèle de notre mode de vie, il n'est pas à calquer sur le consumérisme du capitalisme. Si nous devons construire le mode de vie qui nous libère définitivement de la condition coloniale dans laquelle on était. Et donc la deuxième condition... C'est un système mondial, M. Bouhamidi. Eh bien, nous devons en sortir. On n'a pas fait la guerre de libération pour rester dans le système mondial. On a fait la guerre de libération pour en sortir. Et non seulement nous en sommes sortis, mais nous avons été le moteur principal avec le Vietnam et la Chine pour la libération des peuples au XXe siècle. Est-ce que nous allons renoncer à ce qu'ont fait les Shuhada? Mais maintenant, on a le système colonial. Parce que le système économique actuel, c'est le système colonial. C'est-à-dire que c'est le capitalisme arrivé à son stade suprême, l'impérialisme. Et cet impérialisme, aujourd'hui, il est devenu ce que nous voyons, c'est-à-dire un capital financier qui n'a plus de territoire. Qui n'a plus de territoire. Deuxième et troisième condition, M. Bouhamidi, parce que La deuxième condition, elle est culturelle. Elle est culturelle, ça veut dire que nous devons revenir à la construction de notre conscience. Notre conscience nationale. C'est قال نهضروا واش مليح هذاك كي تخرج انت تزوق على صاحبك بالبي ام دبليو في ولا مليح كي تخرج طبيب وكي تخرج كرو انجينيور وكي دير الخير سي موديل هذا نتاع لا فانيتي qui nous a. Et sur le problème culturel, absolument important. Nous avons été culturellement désarmés parce que l'individualisme qui nous était étranger en tant que peuple est devenu la valeur la plus commune. L'individualisme. Nous devons combattre d'abord cet effet du modèle capitaliste qui est l'individu, ne penser qu'à soi, pour revenir vers une espèce de projet commun entre nous en tant que peuple, Keshab. Un projet de société viable. Un projet culturel. Troisième condition, c'est que nous construisons le modèle économique qui nous convienne, en dehors de ce que nous présente comme étant une religion, une véritable religion qui est l'économie de marché. Il faut que nous allions, nous, que nous inventions l'avenir qui appartient à tous les peuples de la planète, y compris au peuple français. Parce que ce modèle, il est en train d'écraser les peuples français. Vous voyez les gilets jaunes. Parce que ce modèle, il est en train d'écraser, y compris les Américains, le peuple américain. 50 millions de personnes ont besoin de cartes d'alimentation pour manger. Tous, ils vont les écraser. Mais d'abord, ils nous écrasent à nous. C'est nous qu'ils écrasent, peuple du tiers-monde, parce que c'est en nous écrasant à nous qu'ils ont encore les moyens de donner des miettes à leur peuple, pour que le peuple suive et du pain et des jeux. Une dernière question, M. Bouhamidi. Le ministre algérien de l'énergie a parlé du fait que l'Algérie se positionne ou pourrait se positionner comme médiateur aujourd'hui, notamment auprès des pays membres et non membres de l'OPEP, pour donc endiguer cette situation de crise sur le marché international. Est-ce que vous pensez que l'Algérie pourrait peser de son poids et rééditer en fait l'accord qui a été enregistré en 2016 ou signé en 2016? Elle ne pourra pas le faire. Pour quelle raison? Alors pour la simple raison que le combat qui s'est engagé contre l'Arabie saoudite, contre la Russie, c'est ce qui nous est arrivé à nous en 1984, quand on a baissé le cours du prix du pétrole. Qu'est-ce qui s'est passé? L'URSS est tombé quelques années plus tard, mais nous aussi. Mais nous aussi, en tant qu'État, on a eu des difficultés monstres à partir de 1986-87 qui nous ont amenés à octobre 88. Il ne pourra pas, parce que l'Arabie saoudite, ici, sur ce domaine, elle attaque massivement la Russie pour la faire tomber.
Mais elle ne l'attaque pas au nom des États-Unis. Elle l'attaque au nom d'une partie des États-Unis. C'est-à-dire, et c'est visible depuis quelque temps, contre le Pentagone et le département d'État. C'est le département d'État qui est belliciste. C'est lui qui est en train de pousser à la guerre. Alors que le Pentagone, le réalisme militaire, il freine un tout petit peu. Il freine. Et ce bellicisme, ce combat, c'est un combat qui est en train de se dérouler en arrière-plan entre trois grandes puissances. Russie, États-Unis, Chine, dans lequel l'Arabie Saoudite, elle est un instrument entre les mains des USA. Comment voulez-vous que l'Algérie puisse aller, comment on appelle ça, mettre en contact une puissance qui est la Russie et un outil qui est l'Arabie Saoudite? Donc la situation sur le marché international du pétrole n'est pas prête, selon vous, à être maîtrisée? Ma réponse, c'est que la crise du capitalisme est tellement profonde, qu'elle ne nous laisse plus de solutions viables. Elle ne nous laisse plus. C'est la crise du capitalisme que nous devons affronter. En fait, dans le débat, toutes ces questions de c'est quoi notre modèle économique, le mot capitalisme, le mot impérialisme ont été écartés des années 70. Je voudrais quand même, j'ai l'impression que vous avez terminé. Un dernier mot, oui, pour terminer. Oui, un dernier mot. Alors je voudrais rappeler aux jeunes qui nous écoutent, même aux vieux, que lorsqu'on veut détruire un pays, il y a trois axes sur lesquels l'impérialisme travaille. Un, il faut endetter les États. Il faut les forcer à s'endetter avec beaucoup de mécanismes. Deux, il faut appauvrir les peuples. Il faut que les peuples s'appauvrissent pour qu'ils se révoltent. Trois, il faut désespérer les sociétés. Il faut que dans les sociétés où nous vivons, il nous bouge toute espérance. Et c'est la combinaison de la désespérance et de la colère qui fait que certains peuples peuvent être séduits par ces fausses alternatives dites de la révolution démocratique et qui sont toujours des révolutions qui ont débouché sur ces alliances hybrides que vous avez dans nos pays arabes entre le courant des frères musulmans et le courant des démocrates, ce que nous voyons aujourd'hui de façon tellement évidente dans ce qu'on appelle à tort et parabule Hirak. Monsieur Mohamed Bouhamidi, je rappelle que vous êtes enseignant de philosophie, enseignant des lycées. Vous êtes aussi un militant syndicaliste et chroniqueur de presse. Merci pour vos éclairages ce soir. Merci beaucoup. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de Vision. Excellente suite des programmes sur notre chaîne. Bonsoir.